Bien, donc bonjour chers amis, donc voilà je vous propose le corrigé du QCM que j'ai proposé sur la chaîne tout à l'heure. J'espère que vous l'avez travaillé. Donc dans cette vidéo je vais traiter les 20 premières questions et dans une vidéo prochaine je vais traiter le reste. Donc c'est un QCM qui est dédié essentiellement aux ondes, quelle que soit leur nature, électromagnétique ou bien ondes mécaniques. Bien. Première question qui n'apparaît pas dans le QCM, c'est quoi la différence entre une onde mécanique et une onde électromagnétique? Est-ce que vous connaissez la réponse? Qu'est-ce qui différencie une onde mécanique d'une onde électromagnétique? Eh bien, la différence, c'est qu'une onde électromagnétique peut se propager dans le vide, alors qu'une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. Donc voilà un bonus. Voilà, je commence par la question numéro 1. Pendant l'examen du cœur, on a utilisé deux ondes ultrasonores. Le tableau, c'est l'échographie. Le tableau suivant présente quelques propriétés de ces ondes. On vous donne pour la première onde sa fréquence, sa vitesse et on ne connaît pas la longueur d'onde. Pour la deuxième, c'est l'inverse. On connaît la fréquence, on connaît la longueur d'onde, mais on ne connaît pas la vitesse. Question, déterminer V1 et V2. Et est-ce que le cœur est un milieu dispersif? Donc, formule à retenir bien sûr, c'est la vitesse, la relation entre la vitesse, la longueur d'onde, la période et la fréquence. C'est très facile pour se rappeler. La vitesse, par définition, c'est la distance sur le temps. Si la distance est égale à la longueur d'onde spatiale, le temps est égal à la longueur d'onde temporelle, qu'on appelle la période. Et l'inverse de la période, c'est la fréquence. Et donc, vous allez retrouver facilement la vitesse, c'est lambda sur t, ou bien la vitesse égale à lambda fois f. Là, je connais la vitesse et je connais la fréquence, donc je peux déterminer lambda. C'est égal à V sur F. Faites l'application numérique, vous allez trouver 750 micromètres, parce que c'est écrit ici. Faites attention aux unités dans le concours, c'est en micromètres. Pour la deuxième, je connais la fréquence, je connais lambda, j'utilise cette formule, la vitesse c'est lambda fois F. Et le résultat, c'est 1500 mètres par seconde. Mais ici, faites attention, c'est en kilomètres par seconde. Donc, ça sera 1,5 km par seconde. Maintenant, est-ce que le cœur est un milieu dispersif? On a changé la longueur d'onde, donc 250 et là 750, mais on a obtenu la même vitesse. Donc, c'est la définition d'un milieu non dispersif. La vitesse ne varie, la longueur d'onde ne change pas avec la vitesse. D'accord? Donc, c'est un milieu non dispersif. On passe à la question suivante. Donc, question 2 et 3. Il s'agit d'un robinet qui lance des petites gouttelettes d'eau sur un bassin. Et ces gouttelettes tombent avec un rythme de 80 gouttes par minute. Et on vous dit, on observe à la surface de ce bassin, la distance séparant deux crêtes successives, c'est 12 cm. Calculez la longueur d'onde et la célérité de ces ondes à la surface de l'eau. Bien. La longueur d'onde, elle est très simple, parce que par définition, c'est quoi la longueur d'onde? C'est une distance, c'est la période spatiale, c'est la distance qui sépare deux crêtes successives. Donc, tout de suite, lambda est égal à 12 cm. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Maintenant, comment déterminer la vitesse? Je connais lambda, mais il me faut soit la fréquence, soit la période pour déterminer la vitesse. Autrement dit, quelle information on peut déduire de 80 gouttes par minute? Ça signifie quoi? Vous avez un robinet, première goutte, ensuite deuxième, ensuite la troisième, et pendant une minute, vous avez 80 gouttes. Qu'est-ce qu'elle fait chaque goutte? Chaque goutte va vous donner une ride à la surface. Deuxième goutte va donner une troisième. Quatrième goutte, et ainsi de suite. Donc si j'ai 80 gouttes, en fait, ce temps-là, c'est combien? Ça représente combien? Ça représente exactement 80 périodes. C'est ça la signification de 80 gouttes par minute. Ça veut dire le temps qui sépare, le temps pendant une minute, combien de périodes je vais avoir? 80 périodes. Et donc 80t égale à 60. 60 minutes, c'est 80t. Donc je peux déduire la période, c'est 0,75 secondes. Donc je connais la période, je connais la longueur d'onde, donc je peux déterminer la vitesse, c'est 0,16 mètres par seconde, donc c'est la réponse petit b. Question suivante, question très intéressante sur les ondes
Donc, je crois que c'est une question d'un ancien concours de médecine. Donc, à t égale à 0, l'extrémité d'une corde est soumise à une déformation sinusoïdale. L'une des courbes, on ne précise pas, suivantes représente l'aspect de l'onde à l'instant t. L'autre représente le mouvement d'un point n en fonction du temps. Et le temps, notez bien, c'est très important, il est en millisecondes. On vous donne l'axe du temps, c'est en millisecondes. L'axe des abscisses est en secondes. Première chose, si vous arrivez à associer chaque courbe à laquelle représente l'aspect de l'onde à l'instant t, laquelle représente le mouvement d'un point n en fonction du temps. C'est très facile. Si vous avez un point m qui est situé à une distance x de la source, donc je crée une onde à partir de la source, bien sûr pendant un certain temps, le point n, l'élongation du point m va être nulle, jusqu'à ce que l'onde arrive au point n. Et donc tout de suite, cette courbe-là, c'est l'élongation du point n en fonction du temps. Donc vous allez indiquer ici le temps. Et bien sûr, là, c'est l'aspect de l'onde. L'aspect de l'onde, c'est une photo qu'on prend à un instant t. Et donc, ce sera l'élongation en fonction de x. Le reste, une fois que vous avez compris ça, le reste, vous allez voir, c'est trivial. Donc, la période de l'onde, donc pour chercher la longueur d'onde, je vais aller à la courbe en fonction de x, distance entre deux crêtes, ou bien entre deux minimum, c'est 5, et x en quoi? En centimètres. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. La période, je vais aller à la courbe, y en fonction du temps, donc entre, voilà une période, donc c'est 2 carreaux, donc 2 fois 2, c'est 4 quoi? Millisecondes. Donc je coche la réponse de 4 millisecondes, c'est la réponse C. Vous connaissez la longueur d'onde, vous connaissez la période, vous pouvez déterminer la vitesse. Vitesse, bien sûr, on a dit c'est lambda sur t, et ça va vous donner 12,5 mètres par seconde. Et quelle est la date T1 à laquelle a été prise cette photo? Donc vous voyez, par exemple, imaginez, j'ai ici la source, je crée une perturbation et j'attends une demi-période, voilà ce que je vais obtenir. 3 demi de période, voilà une période. Si j'attends une période, je prends une photo, voilà ce que je vais observer. Maintenant ici, combien de temps s'est écoulé entre t égale à 0 et l'instant où on a pris la photo? C'est une période, 2 périodes. Donc 2 périodes, d'accord, et 2 périodes, ça fait combien? Ça fait bien sûr 10 millisecondes, parce que la période c'est 5. 2 périodes, c'est, oui, pardon, là, non, c'est le contraire. Parce qu'un instant, c'est 8 millisecondes. La bonne réponse, c'est 8 millisecondes. La bonne réponse, bien sûr, c'est 8 millisecondes, d'accord? Donc la distance parcourue, c'est 2 lambda. Et si la distance est égale à 2 lambda, le temps, c'est 2 fois t, hein, d'accord? Parce que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Et question suivante, voilà, si la distance est égale à 2 lambda, et bien sûr la vitesse est une constante, lambda t, c'est égal à 2 périodes, d'accord? Donc vous avez ici, voilà, une longueur d'onde, 2 longueurs d'onde, et pendant 2 longueurs d'onde, le temps qui va s'écouler, c'est 2 périodes. Et comme la période c'est 4, donc on a bien 8 millisecondes. La distance entre le point n et la source maintenant, quelle est la distance entre ce point n où l'élongation est représentée par cette figure et la source? Il suffit de savoir quel est le temps qu'a mis l'onde avant d'arriver au point n. C'est ce temps-là, ce qu'on appelle le décalage temporel. Donc le temps, l'onde a mis 4 millisecondes avant d'arriver au point n. Je connais la vitesse, je connais le temps, donc je peux déduire la distance. Donc la distance c'est 5 cm. Donc voilà, je répète, si vous avez une courbe comme celle-là, donc ça c'est le mouvement du point M en fonction du temps, ça c'est l'aspect de l'onde à l'instant t. Bon là c'est une petite démonstration qui va vous montrer qu'est-ce que ça signifie l'aspect de l'onde à l'instant t, et aussi vous allez voir une deuxième information qu'on pose aussi souvent. Donc vous avez une autre façon de déterminer l'instant t1, voilà c'est celle-là. Vous cherchez x du front d'onde et l'instant t1, c'est x du front d'onde divisé par v. Donc vous faites 2 lambda divisé par v et ça va vous donner 2 fois la période. Bien. Je crée une perturbation. Vous voyez maintenant,
à t égale à 0, le point se déplace vers le haut. Et vous voyez, le front d'onde, il regarde toujours vers le bas. Hein? Il regarde toujours vers le bas. Donc si à t égale à 0, on crée une perturbation vers le haut, le front d'onde regarde toujours vers le bas. D'accord? Voilà, je crée une perturbation. Si je prends une photo maintenant, vous voyez, suivant le temps, je vais observer plusieurs ondes, donc plusieurs longueurs d'onde. Donc ça dépend du temps à laquelle j'ai pris la photo. Bien. Bon. Maintenant, on va passer à l'exercice sur le tremblement de terre. Donc, vous savez que le tremblement de terre, vous avez deux types d'ondes mécaniques, l'une transversale, l'une longitudinale, qu'on appelle l'onde P. Longitudinale a pour une vitesse 4 km par seconde, et celle transversale, qu'on appelle l'onde S, a pour vitesse 2 km par seconde. Bon, une station radio, et un capteur de la station mesure l'intervalle de temps séparant l'arrivée des deux ondes. Il a mesuré entre premier instant où la première secousse a été détectée et l'instant où la deuxième secousse a été détectée, il s'est écoulé 25 secondes. Quelle est la distance entre l'épicentre du séisme, bien le foyer du séisme, et la station qui détecte le séisme? On vous donne 4 propositions. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la distance entre le foyer et la station, pour les deux types d'ondes, est-ce qu'elle est la même ou bien différente? Et bien sûr, la distance, elle est la même. Ce qui change, c'est la vitesse. Et donc, il suffit de dire, le temps qu'a mis les ondes P, c'est la distance sur le VP, et le temps qu'a mis l'onde S, c'est D sur VS. Et le décalage, c'est delta T, c'est TS moins TP. Et donc, je peux mettre D en facteur, 1 sur Vs moins 1 sur Vp, et donc je connais le décalage temporel taux, je connais les vitesses, je peux déterminer T. Et je pense la réponse, elle est 100 km. Je n'ai pas indiqué, mais je crois l'application numérique a donné 100. Bon, ce type d'exercice a été déjà proposé dans un ancien examen, un baccalauréat, que j'ai eu l'occasion déjà de corriger sur le site, exactement les mêmes. Bien. Maintenant, on va passer à un autre exercice sur les ondes lumineuses. Quand la lumière passe, là aussi, ce sont des questions très récurrentes dans les concours. Donc, quand la lumière passe d'un milieu à un autre, d'indices optiques différents. Là, je vais vous donner un schéma qui montre ça. Donc, voilà un rayon qui passe de l'air vers, on ne va pas parler du vide, vers le vert. D'accord? L'indice de vert, il est supérieur à l'indice de l'air. D'accord? Donc, la fréquence de la lumière, est-ce qu'elle va être modifiée? La longueur d'onde, est-ce qu'elle va être modifiée? La couleur, est-ce qu'elle va être modifiée? La célérité, est-ce qu'elle va être modifiée? Pour répondre à ceci, il suffit de se rappeler deux choses. La vitesse d'une onde électromagnétique dans le vide, bon, l'air en général, on l'assimile à le vide, c'est égal à C. Pourquoi? Parce que l'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Et la vitesse d'une onde, d'une façon générale, dans un milieu d'indice n, c'est la vitesse de la lumière divisée par n. Pour l'air, ou bien le vide, n est égal à 1, donc V0 est égal à C. Et C, c'est la vitesse maximale. Aucune onde ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Donc, de toute façon, la vitesse d'une onde est toujours inférieure ou égale à C. Bien, maintenant pour la fréquence. La fréquence est une caractéristique d'une onde. Il ne change pas, il est indépendant du milieu. Si vous envoyez la lumière rouge, lorsqu'elle traverse le prisme ou bien lorsqu'elle pénètre dans l'eau, elle va rester toujours rouge. Hein? Donc, et qui dit fréquence dit couleur, c'est exactement la même chose. Donc ces deux questions sont les mêmes. La fréquence ou la couleur, c'est la même chose. Chrome. D'accord? Chrome, ça veut dire couleur. Donc un laser, c'est une lumière monochromatique, ça veut dire une seule couleur. Donc un laser rouge va rester toujours rouge, que ce soit dans le verre, dans l'eau ou dans l'air. Bien, maintenant la longueur d'onde, est-ce qu'elle va être modifiée? Bien sûr, elle va être modifiée parce que la vitesse va changer, donc suivant l'indice de réfraction. D'accord? Et la longueur d'onde, c'est la vitesse divisée par la fréquence. Comme la fréquence ne change pas, puisque la vitesse change, si l'indice change, donc la longueur d'onde, automatiquement, elle va changer. Et on peut montrer aussi facilement que la longueur d'onde, c'est la vitesse divisée par la fréquence. Si je remplace la vitesse par C sur N, N c'est l'indice de réfraction,
C sur mu, c'est la longueur d'onde dans le vide. Et vous voyez que la longueur d'onde est égale à la longueur d'onde de vide divisé par n, d'une façon générale. Donc la longueur d'onde, elle est modifiée. Est-ce que la vitesse est modifiée? Bien sûr, si l'indice change, la vitesse change. Voilà la réponse à ces questions. Toujours question du même type. Dans l'eau, la longueur d'onde est égale à 5 10 puissance 14 vaut 442 nanomètres. Quel sera l'indice de réfraction de l'eau? Bon, là, je viens de répondre. Lambda est égal à lambda 0 sur n. Je connais, qu'est-ce qu'on doit connaître? La longueur d'onde. Voilà, d'une radiation de fréquence vaut dans l'eau. Quel est l'indice? Ça y est, je connais la longueur d'onde dans l'eau. Donc, je peux déterminer l'indice. Donc, n est égal à c sur v. Donc ici, pardon, qu'est-ce qu'on nous donne en fait? On nous donne la fréquence et la longueur d'onde. Donc si je connais la fréquence et la longueur d'onde, je calcule d'abord la vitesse. Donc la vitesse de l'onde dans l'eau. La vitesse, c'est lambda sur f. Et si vous connaissez la vitesse, vous pouvez déterminer l'indice de réfraction parce que la vitesse est égale à quoi? Est égale à c, la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par l'indice de réfraction. Je viens de donner cette formule. Donc l'indice de réfraction, c'est c divisé par la vitesse. Vous calculez et vous cherchez. Voilà, donc vous voyez, on a calculé la vitesse, donc on a trouvé 2,25, 10 puissance 8. Donc C sur V, vous faites 3 divisé par 2,25. De toute façon, il doit être supérieur à 1. Tout de suite, éliminez cette équation-là. Et vous faites 3,25. Bon, je vais faire l'application numérique. Donc voilà, après application numérique, je trouve 1,33, c'est l'indice de l'eau. Donc, question 22, l'étendue en longueur d'onde du spectre visible. Là aussi, c'est absolument à savoir par cœur. Soit en termes de fréquence, soit en termes de longueur d'onde. D'accord? Le visible, il s'étend entre le violet et le rouge. Et à peu près entre 400 jusqu'à 700 et quelques. Souvent, on prend entre 400 et 700 nanomètres. Donc ça, c'est les longueurs d'onde pour le visible. À apprendre par cœur. Hein. Donc voilà, je le rappelle ici, vous voyez, donc voilà le spectre du visible, il s'étend entre 400 nanomètres et 720, 750, on va majorer 800 nanomètres. D'accord? Ça c'est pour les longueurs d'onde. Donc ça c'est le visible. Pour les longueurs d'onde plus petites que le visible, c'est l'ultraviolet. Encore plus petit, c'est le rayon X. Et plus on va dans ce sens, plus l'énergie de rayonnement augmente. Plus on va dans ce sens, plus l'énergie diminue. Donc au-delà du visible, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'infrarouge, hein, c'est la chaleur. Ensuite, il y a les micro-ondes. Ensuite, il y a les ondes radio. Donc, les micro-ondes, ce sont entre 10 puissance 10 et 10 puissance 12 Hz. Autrement dit, des longueurs d'onde entre 0,1 et entre 1 cm, entre 1 décimètre et 1 mm. D'accord? Et les fréquences, ça, les micro-ondes, ça, c'est les fréquences de résonance de l'eau. C'est pourquoi ils sont utilisés dans le chauffage des aliments. Ça, c'est autre chose. On revient maintenant à la question. Donc ça, c'est à vraiment retenir. Hein. L'ordre de grandeur de la fréquence du spectre visible, c'est entre 10 puissance 15 et 10 puissance 16 Hz. Et pour se rappeler, c'est entre 400 tétrahertz et 800 tétrahertz. 400 fois 10 puissance 12 et 800 fois 10 puissance 12. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à retenir. Il faut avoir une idée sur le spectre visible, c'est-à-dire la lumière qu'on voit, c'est les couleurs. La plus faible longueur d'onde, c'est le violet. La plus grande, c'est le rouge. Ça, c'est absolument à connaître. Et pour les fréquences, c'est entre 4, la fréquence, c'est dans le sens inverse. Donc, la longueur d'onde la plus faible, c'est celle qui a la plus haute fréquence. Donc, cette fréquence, c'est 810 puissance 12 Hz. Et pour la fréquence du rouge, c'est autour de 400 fois 10 puissance 12 Hz. Bien. Maintenant, on vous dit la vitesse du son est proportionnelle à racine carrée de t. T, c'est la température absolue. Sachant que cette vitesse est égale à 340 mètres par seconde à 15 degrés. Quelle sera la vitesse du son à 41 degrés? Donc, vous voyez, la vitesse du son dépend de la température. Bon, là, c'est un petit calcul mathématique. Il suffit de dire que la vitesse V1, la première vitesse à la température T1, c'est proportionnel. Ça veut dire est égal à une constante fois racine de T1. Mais T1, c'est la température absolue. On nous donne la température en degrés C. Et vous savez que la relation entre la température en degrés C et la température en Kelvin, il faut ajouter 273. Vous avez bien sûr la même chose. V2 est égal à la même constance fois T2 plus 273.
Pour éliminer la constante, on va faire le rapport V1 sur V2. Donc vous faites V1 sur V2 est égal à racine carrée de T1 plus 273 sur racine carrée de T2 plus 273. Et donc vous pouvez calculer facilement la vitesse. Et la bonne réponse, sauf erreur, c'est 355 km par seconde. 0, donc là c'est 0,355 km par seconde. Bien. Passe à la question 14. Les ultraviolets. Où se trouvent les ultraviolets? Donc vous avez le violet et vous avez les ultraviolets. Les ultraviolets, vous voyez bien dans le spectre, ce sont des longueurs d'onde plus petites que le violet. Donc ils sont plus énergétiques que le violet. Donc longueurs d'onde sont plus petits que le violet. Donc voilà la bonne réponse. Plus grande, non. Et la fréquence. Maintenant ici vous avez deux bonnes réponses. C'est pas comme les concours de la médecine. Cette année on va vous proposer une seule bonne réponse. Donc la fréquence, bien sûr, si la longueur d'onde est plus faible, ça veut dire la fréquence est plus grande. Tout de suite, vous allez dans la réponse D et A. Hein, parce que la fréquence elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. L'énergie chez H nu, c'est HC sur lambda. L'énergie d'une onde, c'est H fois C sur lambda, qui est égal à H fois la fréquence. Donc vous voyez, la fréquence elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Le rayonnement qui a la plus petite longueur d'onde, c'est celui qui a la plus grande fréquence. Bien, on passe à un exercice sur toujours les ondes lumineuses de rayons laser. On vous dit, pour longueur d'onde lambda 0 dans le vide. Bon, ça c'est un ancien concours certainement de médecine. Dans un milieu transparent d'indice 1,33, sa longueur d'onde devient. Bon là, on a déjà répondu. La longueur d'onde, c'est la longueur d'onde dans le vide divisé par l'indice de réfraction. Donc vous connaissez l'indice de réfraction, vous connaissez lambda 0, il suffit de faire l'application numérique et vous allez trouver que la réponse c'est D. Bien, donc la question 16, c'est à propos de la diffraction. Donc là je vous rappelle ce qu'il faut savoir sur la diffraction. Tout de suite il faut être capable soit de retenir ces formules, soit de faire un schéma rapidement dans le brouillon. Tangente θ c'est la longueur de la tâche centrale divisée par 2, c'est la moitié divisée par D. Et ce qu'il faut retenir, c'est θ égale à lambda sur A. Et donc, vous pouvez déterminer toutes les relations que vous voulez, les interpréter. Si D augmente, L augmente. Si A augmente, L diminue. Vous voyez, si A augmente, donc par exemple, θ, si A diminue, θ augmente, et ainsi de suite. Vous pouvez déterminer tout ce que vous voulez. Mais là, il faut faire très attention aux notations. Donc ça, c'est les notations qu'on utilise habituellement dans le cours, que vous utilisez dans le cours. Là, c'est un examen de dentaire. On vous dit, voilà le schéma de diffraction qu'on obtient. La largeur de la tâche centrale D1. La fente a une largeur A et une longueur petit b. Et donc, si la fente, on vous dit, si la fente est verticale, voilà, qu'est-ce qu'on va observer? Est-ce que c'est une figure de diffraction verticale, oblique, horizontale ou autre chose? Bon. Si vous avez remarqué ici, vous voyez bien la fente elle est horizontale, la figure de diffraction elle est verticale. Ils sont toujours perpendiculaires. Si la figure la fente elle est verticale, la figure sera horizontale. Bien. Deuxième question. Quelle que soit la longueur d'onde de la fente, on observe une figure de diffraction. Bien sûr, la réponse tout de suite elle est non. Pour avoir la figure de diffraction, il faut avoir des conditions bien déterminées. Et en particulier, la longueur d'onde doit être égale de même ordre de grandeur que la fente. Maintenant, la largeur de la tâche centrale, est-ce que c'est cette formule, celle-là ou aucune réponse? Et là, il faut faire attention. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L égale à 2 lambda D sur A. C'est ce qu'on a montré dans le schéma de tout à l'heure. L égale à 2 lambda D sur A. J'ai pas de réponse ici. Peut-être vous allez dire aucune réponse. Mais faites attention. D'habitude, on indique la largeur de la tâche centrale, c'est grand L. Ça, c'est grand L dans ce qu'on fait d'habitude dans le cours. C'est L. D'accord? Donc, à la place de D, il faut mettre L. Donc, ici, je dois mettre L. À la place et la distance entre l'écran, dans le cours, qu'est-ce qu'on note? On le note grand D. Or, ici, on le note L. Donc, grand D, c'est L. Donc, là, en fait, c'est grand D. Et D1, c'est L. D'accord? Est-ce que c'est ce qu'on a? Donc, L, c'est 2 lambda fois D sur A. Donc, c'est bien la bonne réponse. Donc, c'est celle-là. D'accord? Faites attention ici, ils ont changé les notations.
la largeur de l'attache centrale, au lieu de l'appeler L comme d'habitude, on l'appelle L. Ici, ils l'ont appelé D1. Et la distance entre l'écran, d'habitude, vous l'en notez D. Au contraire, ici, ils l'ont appelé L. Donc, il suffit de faire le schéma avec D1L. Et c'est ça la bonne réponse. Bien, question 17. Les ultraviolets sont des radiations de longueur d'onde. Ah bon, c'est une question qui est répétée, donc on passe tout de suite à la question 18. Dans un milieu 1, un indice optique supérieur à l'indice du milieu 2. Donc voilà, par exemple, le vert possède un indice supérieur à l'air. Donc voilà le milieu 1, voilà le milieu 2. La vitesse de la lumière est plus grande dans le milieu 1 que dans le milieu 2. Est-ce que la vitesse de la lumière est plus grande? Imaginez ici l'air ou bien le vide. Voilà, le vide. Or, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est égal à C. Donc, est-ce que la vitesse est plus grande dans le milieu 1? La vitesse ne peut jamais être supérieure à C. Donc, tout de suite, la réponse est fausse. La vitesse de la lumière est plus grande dans le milieu 2 que dans le milieu 1. Oui, bien sûr, parce que l'indice, la vitesse, il est inversement proportionnel à l'indice. Donc, le milieu 1 a un indice optique supérieur. Donc, N1, voilà, N1, il est supérieur à N2. Donc, automatiquement, V1 va être plus petit. Ça, c'est N2. Indice de réfraction N2. Et comme la vitesse est égale, l'indice de réfraction, la vitesse, pardon, est égale à C sur N. Donc, si N augmente, la vitesse, bien sûr, va diminuer. Donc, le milieu a un indice optique supérieur. Donc, N1 est supérieur à N2. Donc, V1 va être plus petit que V2. La vitesse de la lumière est plus grande dans le milieu 2. V1 est plus petit que V2. Oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. La vitesse de la lumière vaut C? Non, la vitesse change puisque l'indice de réfraction n'est pas égal à 1. Puisque l'indice change, bien sûr, la vitesse n'est pas égale à C. La vitesse est égale à C uniquement dans le vide. Bien. Toujours schéma de diffraction. On vous dit, est-ce que l'angle θ, il dépend de la couleur, de la fréquence, il dépend de la largeur des faisceaux, il dépend de la taille. Bon, il suffit de se rappeler que θ est égal à lambda sur F. D'accord? Donc lambda, la couleur de la lumière émise. Donc bien sûr, à chaque fréquence, vous avez une longueur d'onde, donc il dépend de lambda. Et ne dépend pas de la largeur. Par contre, il dépend bien sûr de la taille. Vous voyez que si A diminue, θ augmente. Une autre question, cette fois-ci sur les ondes sonores. On vous dit, l'onde sonore est émise à 15 mètres au-dessus de la surface de la mer. Au bout de combien de temps, en millisecondes, sera-t-elle détectée? À 30 mètres de la profondeur, on ne tiendra pas compte des phénomènes de réflexion. D'accord? Et on vous donne la vitesse dans l'air du son et la vitesse dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez une onde qui est mise ici. Voilà. Il va parcourir une certaine distance dans l'air et une certaine distance dans l'eau. Et à quel temps il va être détecté ici? À 30, combien? À 15 mètres au-dessus. Il est mis à 15 mètres, donc ici vous avez 15 mètres. Et il va être détecté à ici 30 mètres. Donc il suffit de savoir, bien sûr, puisque la vitesse change, le temps va être différent. Donc le temps dans l'air, le temps que va mettre l'onde de là à là, c'est le temps qui est mis dans l'air plus le temps qu'a mis l'onde dans l'eau. Le temps dans l'air, c'est la distance dans l'air divisée par la vitesse de l'air. Et le temps dans l'eau, c'est la distance dans l'eau divisée par VO. Donc D1 c'est 15, VR c'est donné, D2 c'est 30, 30 voilà, et VO c'est donné. Vous faites l'application numérique et en millisecondes, vous allez trouver 64,2. Bien, je passe un dernier exercice pour cette première vidéo. On dispose d'un tuyau de canalisation, voilà, je l'ai schématisé ici, de longueur L. Une personne A située à une extrémité ici, donc voilà, il frappe un coup et une autre personne sur l'autre extrémité va entendre deux coups qui sont décalés de taux égal à 1 seconde. Et à partir de ces données-là, on vous donne calculer la célérité du son dans le cuivre. Quelle est cette valeur-là? Voilà les données. La vitesse dans l'air, le cuivre est moins rigide que l'aluminium. Première question. Pourquoi la personne qui est située ici va entendre deux coups, alors que la personne qui est là a frappé une seule fois? Donc, si vous avez compris ça, le reste, c'est facile. Donc, pourquoi la personne va entendre deux coups et non pas une seule?
Eh bien, tout simplement parce que l'onde sonore créée par cette personne va voyager suivant deux chemins. Il va voyager dans le tuyau et il va voyager dans l'air. Or, vous savez que la vitesse d'une onde sonore dans un solide est plus grande que dans un liquide et plus grande que dans un gaz. Donc, le premier coup va être entendu par l'onde qui a voyagé dans le cuivre. Et juste après, il va entendre le son de l'onde qui a voyagé dans l'air. Et donc, vous allez voir un décalage entre les deux qui est égal à taux. Et pour calculer la vitesse, il suffit d'utiliser ça mathématiquement. Donc, l'onde, l'instant T1, c'est l'instant où l'onde a été reçue qui a voyagé dans le cuivre, et T2, c'est l'instant où l'onde reçue par la personne de l'onde qui a voyagé dans l'air. Bon, là, il suffit de dire TR, c'est la longueur L du cuivre divisé par VR. Et le temps qu'a mis l'onde dans le cuivre, c'est la longueur d'onde du cuivre divisé par la vitesse du cuivre. Bon, on connaît L, on connaît TR, moins TCU. Donc, on va définir taux. Donc, c'est le décalage horaire entre les deux ondes. C'est TR moins TCU. D'accord? Et donc, c'est 1 sur VR moins 1 sur VCU. Et taux sur L, là, c'est des petits calculs. Ça vous arrive à VCU, c'est V de l'air fois L sur L moins taux fois V de l'air. Vous faites une application numérique et ça vous donne 3,6 km par seconde. D'accord? Maintenant, maintenant, on remplace le tuyau du cuivre par le tuyau d'aluminium. Et on vous dit, est-ce que le décalage va augmenter, va changer? D'abord, est-ce qu'il va changer? S'il change, est-ce qu'il va être supérieur ou inférieur? Là, on a besoin d'utiliser cette information. Le cuivre est moins rigide que l'aluminium. Et plus le milieu est rigide, plus la vitesse du son est grande. Donc le cuivre est moins rigide, ça veut dire l'aluminium est plus rigide. Autrement dit, la vitesse de l'aluminium est supérieure à la vitesse du cuivre. Donc si je remplace le tuyau par un tuyau d'aluminium, la vitesse du son va arriver beaucoup plus vite. D'accord? Donc il va se rapprocher 3,6 beaucoup plus vite. Donc le décalage va augmenter dans ce cas-là. D'accord? Donc le décalage va augmenter parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, la vitesse de la lumière va être supérieure à la vitesse du cuivre. Donc l'onde va arriver très rapidement. La première onde va arriver très rapidement et celle qui a voyagé dans l'air va arriver dans un temps beaucoup plus tard. D'accord? Donc taux prime est plus grand, le décalage est plus grand que temps. Donc voilà pour cette première partie. Et donc essayez de travailler la suite. Je vais bientôt la suite. Il y a des exercices un peu compliqués, je vous l'avoue, donc je l'ai fait exprès. Donc voilà la suite. D'accord? Donc on va essayer de les travailler dans une autre vidéo. Bien sûr, le sujet il est téléchargeable sur la description qui se trouve en bas de la vidéo. Donc vous voyez que en gros ce qui est très important c'est de savoir des propriétés des ondes électromagnétiques, relation entre fréquence, période, indice de réfraction, avoir une idée sur le spectre du visible, sur le rayonnement, différents types de rayonnement, rayonnement X, rayonnement infrarouge, ultraviolet, où se trouve par rapport au visible. Il faut avoir une idée sur ces longueurs d'onde. Ensuite, il y a l'aspect de l'onde à l'instant T, l'élongation en fonction du temps. Donc voilà, c'est un exercice, la question 35, 36, 37, c'est un exercice où on va rappeler les propriétés essentielles des ondes à la surface d'une corde vibrante. La même chose aussi là. Et ensuite, vous avez des questions sur la lumière 40, 41, 42. Donc voilà, essayez de préparer la suite et bon courage, à bientôt pour un autre QCM au nucléaire que je suis en train de préparer. Donc allez, bonne préparation, j'attends vos commentaires bien sûr, ils sont les bienvenus. Donc qu'est-ce que vous proposez? Bon, malheureusement il y a certains qui me disent de faire les exercices en arabe, mais bon, moi j'ai étudié la physique en français, ça va être un peu difficile de traduire tout en arabe, mais sachez qu'en arabe, vous avez beaucoup de documentation sur l'internet et
ceux qui veulent des concours en arabe, il suffit de m'envoyer leur mail dans les commentaires et je vais leur envoyer des concours en arabe. Voilà, à bientôt pour d'autres contributions.